Valorisation des sols. L'objectif de cette capsule sera de définir la valorisation des sols, identifier les différentes stratégies, analyser la qualité des sols en place et les matériaux apportés, et enfin, identifier les étapes de la reconstitution des sols. La durée sera d'environ 15 minutes. Cette formation se déroule en 5 parties. Valorisation du sol, stratégie, qualité des sols en place et des matériaux apportés, reconstitution des sols, et enfin un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Valorisation des sols. Il est recommandé de valoriser les sols existants pour préserver les ressources naturelles, réduire les coûts d'achat de terres végétales et les déplacements engendrés par le transport. Ce parti pris permet en outre d'améliorer le bilan économique et écologique du maître d'ouvrage du chantier. L'entreprise du paysage doit être en mesure de proposer des alternatives à l'apport de terres ressources extérieures au site, sous réserve d'une caractérisation qualitative et quantitative des sols en place. Dans le cas où la valorisation des sols en place se substitue à un apport de terre, il est obligatoire de produire des études d'exécution avec l'appui d'un contrôle externe. Stratégie. Avant toute action, il est nécessaire de procéder à une analyse du sol et de réaliser un diagnostic. Pour cela, vous utiliserez un arbre de décision. Il est recommandé de chercher dans un premier temps à valoriser le sol en place avant de rapporter des matériaux exogènes. En fonction de la nature des sols en place, de leur caractérisation, des résultats d'analyse d'une part et des aménagements souhaités d'autre part, les sols en place seront conservés ou non. Si les sols en place sont utilisés, des améliorations pourront leur être apportées, soit par du travail du sol, soit par rapport d'amendements organiques et minéraux, et aussi par drainage. Suite à l'analyse, il faudra ensuite identifier la bonne stratégie. Soit on adapte les aménagements aux caractéristiques des sols, choix des espèces végétales, choix de l'emplacement des voies circulables ou d'autres éléments paysagers, etc. Soit on adapte les sols aux aménagements prévus, amélioration des sols par des amendements et engrais, drainage ou arrosage, importation des sols, etc. Il existe par ailleurs des stratégies intermédiaires, qui reposent sur un projet d'aménagement évolutif en fonction de la caractérisation et de la cartographie des sols. Dans le cadre d'un aménagement, l'établissement d'une carte des ressources en matériaux fertiles permet de synthétiser les informations relatives à la valorisation des sols. En toute hypothèse, il est essentiel que le sol soit rendu agronomiquement favorable à l'aménagement. Des apports de terres ressources peuvent être prévus dans ce cadre, si la qualité et la quantité des sols en place n'est pas suffisante. Qualité des sols en place et matériaux apportés. La qualité des sols en place sur le site du futur aménagement doit être contrôlée par une connaissance du type de sol et de ses principales caractéristiques. Cette étude du sol a pour finalité de définir la fertilité du sol dans ses trois composantes, physique, chimique et biologique. Cette connaissance est indispensable pour orienter l'aménagement du site. L'état initial du site est ainsi caractérisé. En zone urbaine, un historique de la parcelle peut être effectué pour connaître les usages antérieurs par l'homme. Lorsque cela est nécessaire ou demandé, des échantillons de sol sont prélevés afin qu'un laboratoire agréé effectue des analyses. Les échantillons doivent de préférence être composites et issus d'un nombre minimum de prélèvements sur des sols ou matériaux similaires. Il existe deux types d'analyses, les analyses de routine et les analyses particulières. La texture des sols est une caractéristique importante à considérer, mais il existe peu de terres qui ne puissent être utilisées. Certaines terres présentant des textures déséquilibrées devront faire l'objet de précautions. Par exemple, les terres argileuses, contenant plus de 40% d'argile, sont difficiles à utiliser du fait de leur faible perméabilité et de leur forte malléabilité. De même, les terres très limoneuses présentent des structures fragiles et les terres sableuses de faibles réserves hydriques et minérales. En fonction des aménagements, du climat et des types de sols présents dans la région, les caractéristiques texturales des terres sont plus ou moins adaptées à l'aménagement souhaité. On pourra distinguer 8 grandes catégories de textures.
Reconstitution des sols. Les sols reconstitués ont pour objectif, entre autres, d'offrir la profondeur d'enracinement nécessaire aux différents types de végétation. Suivant la nature des strates végétales du projet, la qualité du fond de forme, la profondeur à minima et la constitution des différents horizons de sols reconstitués peuvent varier. Avant tout décapage, il convient d'avoir identifié les différentes couches de sol, une couche pouvant contenir un ou plusieurs horizons. La profondeur de décapage peut déterminer la teneur en matière organique du matériau décapé. Le décapage doit être effectué lorsque le sol est suffisamment sec. Il est préconisé de décaper à part la couche de surface, plus riche en matière organique et éventuellement améliorée par des amendements. Cette couche doit être stockée distinctement des couches sous-jacentes. L'objectif concernant la couche supérieure est de disposer d'une terre présentant une teneur en matière organique la plus élevée possible. Le travail du sol dépend des caractéristiques mécaniques liées à son humidité. L'humidité du sol, propice à un travail de préparation de la plantation, est inférieure à celle de la limite de plasticité. La fabrication d'agrégats de petite taille et de terre fine est maximale lorsque le sol est à l'état cohérent. Au contraire, lorsqu'un sol a une humidité supérieure à la limite de plasticité, il est facilement soumis au compactage et à la prise en masse. La méthode suivante permet de déterminer la limite de plasticité des matériaux utilisés. Lorsque la terre peut être agglomérée en un boudin, il s'agit d'un état plastique. Dans ce cas, il faut s'arrêter de travailler. Lorsqu'une motte s'effrite entre le pouce et l'index, la terre se situe en dessous de sa limite de plasticité et peut être travaillée. En résumé, il est recommandé de valoriser les sols existants pour préserver les ressources naturelles, réduire les coûts d'achat de terres végétales et les déplacements engendrés par le transport. On doit être en mesure de proposer des alternatives à l'apport de terres ressources extérieures au site, sous réserve d'une caractérisation qualitative et quantitative des sols en place. Dans le cas où la valorisation des sols en place se substitue à un apport de terre, il est obligatoire de produire des études d'exécution avec l'appui d'un contrôle externe. En fonction de la nature des sols en place, de leur caractérisation, des résultats d'analyse d'une part et des aménagements souhaités d'autre part, les sols en place seront conservés ou non. Si les sols en place sont utilisés, des améliorations pourront leur être apportées, soit par travail du sol, soit par apport d'amendements organiques et minéraux, et ou aussi par drainage. Avant toute action, il est nécessaire de procéder à une analyse du sol et de réaliser un diagnostic. Pour cela, on utilise un arbre de décision. Suite à l'analyse, il faudra ensuite identifier la bonne stratégie. Soit on adapte les aménagements aux caractéristiques des sols, soit on adapte les sols aux aménagements prévus. La qualité des sols en place sur le site du futur aménagement doit être contrôlée par une connaissance du type de sol et de ses principales caractéristiques. Cette étude de sol a pour finalité de définir la fertilité du sol dans ses trois composantes, physique, chimique et biologique. Cette connaissance est indispensable pour orienter l'aménagement du site. Choix des végétaux les plus adaptés, choix des emplacements des différents éléments paysagers, planification des travaux à réaliser lors de l'aménagement, puis lors de l'entretien, etc. Lorsque cela est nécessaire ou demandé, des échantillons de sol sont prélevés afin qu'un laboratoire agréé effectue des analyses. La texture est une caractéristique importante à considérer, mais il existe peu de terres qui ne puissent être utilisées. Celles présentant des textures déséquilibrées devront faire l'objet de précautions.
On peut distinguer 8 grandes catégories de textures. Texture grossière. Forte proportion d'éléments grossiers, cailloux, pierres. Selon l'usage désiré, un criblage peut se révéler nécessaire. Texture sableuse. Sol bien aéré, facile à travailler, pauvre en réserve d'eau, souvent pauvre en éléments nutritifs et sensible à la compaction. Texture limoneuse. L'excès de limon et l'insuffisance d'argile peuvent provoquer la formation d'une structure massive, accompagnée de mauvaises propriétés physiques. Texture argileuse. Sol en général riche chimiquement, mais à piètre propriétés physiques. Milieu peu perméable et mal aéré. Travail du sol difficile en raison de la forte plasticité ou de la forte rigidité. Texture très argileuse. La teneur en argile dépasse 40%. Les propriétés physiques sont des contraintes importantes lors de la mise en œuvre et lors des opérations d'entretien, notamment si la teneur en eau augmente. Texture sablo-argileuse. La teneur en argile corrige partiellement les défauts des textures sableuses, mais augmente les risques de prise en masse et de rigidité. Texture sablo-limoneuse. Propriété semblable à celle des textures sableuses, avec une meilleure disponibilité en eau. Texture équilibrée. Elles correspondent à l'optimum, dans la mesure où elles présentent la plupart des qualités des catégories précédentes, sans en avoir les principaux défauts. Cependant, les textures équilibrées restent sensibles à la compaction. Les conditions de travail de la Terre tiennent compte de la nature de la Terre, et en particulier de sa granulométrie et de sa texture, de l'humidité de la Terre, qui influence considérablement la sensibilité de la Terre à la compaction pendant le travail, des conditions météorologiques. Il est par exemple déconseillé de mettre en place des sols reconstitués par temps pluvieux. Au-delà d'une certaine intensité, il est même interdit de le faire. En France métropolitaine, il est recommandé de procéder à la reconstitution des sols en période sèche. Dans le cas de travaux de décapage, il faut s'assurer que le gel ne fiche pas deux horizons successifs des sols afin de ne pas les mélanger, faute de pouvoir les dissocier, de la présence d'arbres ou non dans l'emprise des travaux. Si l'aménagement est exécuté à proximité d'arbres existants à préserver, des précautions particulières doivent être prises sur toute la zone de projection du houbier à terre. Cette zone correspond à l'emprise occupée par le système racinaire. Il faut interdire dans la mesure du possible tout passage d'engins et de véhicules dans cette zone, ainsi que tout stockage de matériaux afin d'éviter la compaction des sols. Tout terrassement en déblai ou en remblai dans cette emprise doit être proscrit. Si les travaux d'installation de réseaux secs s'imposent sans autre choix dans cette zone, ils doivent être exécutés en veillant à ne pas sectionner des racines d'un diamètre supérieur à 5 cm. La protection mécanique du tronc est par ailleurs indispensable. Dans le cas de mise en œuvre de terre sur des pentes importantes, il est fortement conseillé de préparer le fond de forme en gradine, c'est-à-dire créer une succession de zones plus ou moins horizontales, parallèles aux courbes des niveaux et raccordées par des talus les plus courts possibles. L'objectif est de constituer un ancrage stable pour les terres d'apport et de limiter les risques de glissement de cette couche supérieure. Ce travail doit être effectué uniquement en déblai pour ne pas affecter la stabilité de l'ouvrage. Malgré tout, lorsque c'est possible, il faut prendre soin de décompacter le sol support pour créer un horizon de transition et favoriser l'infiltration de l'eau. En aucun cas, il ne faut lisser la paroi du fond de forme, faute de quoi les eaux s'accumulent et ruissellent à l'interface des deux couches, favorisant ainsi le glissement de la couche supérieure. Dans tous les cas, il est interdit d'effectuer une reconstitution de sol avec des matériaux dont le taux d'humidité est supérieur à la limite de plasticité. La conservation des matériaux à faible humidité et sous une bâche permet d'accompagner plus efficacement les variations climatiques durant le travail de reconstitution. Ainsi, quand on prend les précautions nécessaires, il est possible de reconstituer les sols en période hivernale, en disposant de matériaux suffisamment secs.
Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Qu'est-il nécessaire de faire avant une reconstitution de sol? Suite à l'analyse, laquelle des deux stratégies principales est la plus écologique? Pourquoi peut-il être nécessaire de reconstituer un sol? Le décapage doit être effectué sur